Bonjour à tout le monde. Alors pour ce troisième atelier, il est 11h30, donc on a 45 minutes. Alors ce sera un atelier co-animé, hein, on l'a dit, avec Isabelle Chapier. Alors nous sommes de la direction apprentissage, hein, au conseil régional, hein, pour nous présenter rapidement. Alors l'atelier 3, hein, qui effectivement est dans la suite de l'atelier 2, concerne en fait la thématique faciliter et renouveler le rôle de l'entreprise dans le processus de formation. Donc, comment on peut mobiliser les entreprises dans le parcours de formation en période de crise. Trois questionnements, hein, sur cette thématique, hein. C'est d'abord de parler des difficultés que vous avez pu rencontrer dans l'accueil des apprenants au sein de l'entreprise. Alors, quand on parle des apprenants, bien évidemment, on pense, je dirais, aux apprentis ou aux jeunes, enfin, au contrat de pro, mais ça concerne également les personnes en formation continue, aux scolaires et aux étudiants. Donc ça, ce sera la première question, et de dire voilà comment on peut favoriser l'accueil des apprenants en entreprise. Une deuxième question qui est là plus sur voilà, c'est l'entreprise dans le parcours de formation et comment et à quel moment associer l'entreprise dans le parcours de formation. Et donc là, on pourra dire voilà comment renforcer les liens entre les établissements de formation et les entreprises. Et puis, troisième questionnement sur voilà qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et que faut-il développer pour encourager et valoriser l'application des entreprises. Là aussi, c'est se baser sur vos expériences, sur des bonnes pratiques mises en place durant cette période de crise. Alors, pour démarrer cet atelier, on aura comme premier débatteur alors Sylvie Pouchin de la Chambre des métiers, hein, régionale. Et alors, je vais l'appeler par son prénom, Méline, si elle me le permet, de l'Université catholique de Lille, qui va effectivement nous parler aussi du Labinov. Voilà pour poser, je dirais, le sujet de cet atelier 3. Bon, juste à dire, hein, que, et encore une fois, là, j'ai entendu tout à l'heure Laurent Bulto, hein, parler de parcours complet. On sait que la période en entreprise est un moment majeur, hein, dans le parcours de formation, hein, si effectivement elle est imposée et très organisée pour l'apprentissage et les contrats de pro, mais elle est tout aussi importante pour les jeunes scolaires, les stagiaires de la formation continue et les étudiants. Voilà, alors je ne sais pas si je vois Méline à l'écran. Peut-être vous laisser la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Vous m'entendez, c'est parfait. Alors, je commence par quoi? Par vous présenter le Labinov ou par vous de faire un petit retour d'expérience sur l'implication des entreprises? Bah, peut-être effectivement un retour d'expérience, hein, sur les entreprises, hein, comment s'est passé effectivement l'accueil, s'il y a eu accueil des apprenants d'entreprise. Alors dans ce cas-là, oui, je peux vous en parler effectivement. Ce qui s'est passé pendant le premier confinement où moi je n'étais pas encore à l'Institut catholique de Lille, mais je travaillais pour l'école de la deuxième chance. Et dans ce contexte-là, l'entreprise a une place tout à fait particulière sur le parcours des stagiaires, puisqu'on est sur un système d'alternance où le stagiaire se retrouve en formation pendant 3 semaines et en stage pendant 2 semaines dans l'entreprise directement. Quand on a été confronté au premier confinement, les entreprises ont eu beaucoup de difficultés pour accueillir les stagiaires, forcément, puisqu'il a fallu faire face à cette crise. Et on a malgré tout trouvé des solutions pour maintenir le lien sous une autre forme que sous la forme d'un stage classique. Ce qui veut dire que ce qui a été organisé, en tout cas pendant cette période-là, ça a été des implications sur comme ça a été évoqué tout à l'heure aussi, sur des entraînements aux entretiens de recrutement sous forme numérique, hein, avec vraiment des liens en distance
et puis aussi sur des présentations de métiers ou sur des retours d'expérience des entreprises elles-mêmes auprès des stagiaires. Donc c'est comme ça qu'on a maintenu le lien parce que les stages étaient totalement inaccessibles. Ce que je peux vous dire d'autre par rapport à l'entreprise, en tout cas sur cette période-là, c'est qu'il a fallu faire face aussi à l'accompagnement des stagiaires, puisque pendant tout un parcours, le stagiaire construit son parcours professionnel, et que pendant cette période de Covid, il a fallu revoir un petit peu les différents parcours professionnels, puisque les entreprises n'étaient pas toutes capables de répondre à la demande et aux besoins des stagiaires. Donc on a dû faire tout un travail d'accompagnement et de remobilisation des jeunes pour redéfinir les orientations professionnelles. D'accord. Des entreprises était évidemment indispensable, puisque de toute façon, c'est par le biais de l'entreprise que le jeune va pouvoir définir son parcours, le vérifier et développer ses compétences qui l'aideront par la suite à s'insérer dans le milieu de l'emploi. Merci. Je vous en prie. Alors, j'en dis pas plus, j'ai cru comprendre qu'on avait un timing très court. Oui, je vous redonnerai la parole. Alors peut-être Sylvie, côté jeune en apprentissage. Alors est-ce que toi, de ton côté, alors je me permets de te tutoyer, on se connaît très bien aussi. Est-ce qu'effectivement tu as des retours d'expérience? Alors je pense qu'il y a eu des situations, enfin des situations où les apprentis ont pu continuer pour certaines activités, d'autres où forcément les apprentis étaient certainement en chômage partiel. Voilà, est-ce que de ce côté-là, je vais dire, tu peux nous faire aussi un retour d'expérience sur comment ça s'est passé dans ces situations? Alors, je ne sais pas si Sylvie Pouchin est avec nous. Elle s'est déconnectée, d'accord, ok. Alors peut-être parmi les autres auditeurs, alors peut-être des participants, enfin je pense notamment à des représentants du monde de l'entreprise, je pense au OPCO, alors peut-être François Montanari pour l'OPCO 2I. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un retour d'expérience d'accueil, alors d'apprentis, de jeunes stagiaires ou de personnes de la formation continue en entreprise pendant cette période? Alors, si je reviens, on va le faire à premier niveau. On avait donc les POEC. Dans une POEC, il y a un volet formation et un volet immersion en entreprise. Et quand le confinement est arrivé, pour certaines POEC, ils devaient aller en entreprise. Et là, on s'est retrouvé à une confrontation, c'est que les entreprises n'ont pas pu accueillir ces stagiaires dans le cadre de cette période d'immersion. Donc voilà, ça a été un blocage. Donc ça a déclenché une phase de prolongement de la PEC. On a décalé les dates. Donc voilà. Donc ça, premier exemple. Après, sur les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation qui étaient déjà, je dirais, engagés, il y a eu la mise en place de chômage partiel et pour la formation, mise en place de distanciel. Okay. Voilà. Après, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué la reprise. C'est-à-dire que si on place sur la campagne d'apprentissage, il y a eu de la part des entreprises, compte tenu un peu de ce contexte sanitaire, une réflexion sur comment on pouvait accueillir des apprentis ou des contrats de professionnalisation compte tenu de ce contexte d'interruption possible. Voilà. Mais je veux dire, les entreprises ont géré les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation qu'elles avaient déjà à leur effectif comme les salariés de leur entreprise. Il n'y a pas eu de réflexion. Et au niveau organisme de formation ou CFA, il y a eu la mise en place de formations en distanciel. D'accord. Alors, ça a été l'impact pour la partie PEC parce que voilà, les stagiaires se trouvaient, j'allais dire, un peu le bec dans l'eau parce qu'ils étaient censés partir en immersion et après les remettre en entreprise, on a eu quelques petites difficultés à retrouver des terrains de stage pour ces stagiaires-là.
Alors, Pascal Vandal, pour le transport, vous voulez prendre la parole? Merci. Alors, Pascal Vandal, on ne vous entend pas. Non. Alors, je voyais Méline réagir un peu là aux propos de Monsieur Montanari. Peut-être ajouter quelque chose, ou du coup, effectivement, peut-être parler de l'Abinov. Eh ben, je vais faire les deux, si vous me le permettez. Je vais réagir à ce que Monsieur Montanari disait, puisque c'est le même constat qu'on a eu. De toute façon, tout le monde a été chamboulé par cette crise sanitaire qu'on n'a pas véritablement anticipée. Et effectivement, il a fallu vraiment faire tout un travail d'accompagnement auprès des stagiaires, mais aussi auprès des entreprises, pour essayer d'accueillir à nouveau les jeunes. Et puis, oui, retravailler sur, comme je le disais un peu tout à l'heure, retravailler sur des parcours professionnels pour permettre à ces jeunes-là de ne pas perdre plus de temps encore, et puis revoir quelles étaient les entreprises capables de les accueillir. Il y a eu pas mal de freins et puis beaucoup d'appréhension, je crois, pendant toute cette période-là. Et certaines entreprises, malgré tout, se sont montrées volontaires pour continuer d'accompagner, mais pas sur de l'accueil physique, vraiment sur de l'accompagnement à distance, sous forme d'entretien à distance ou sur des apprendre à se présenter, faire des pitchs. Enfin voilà, il y a quand même eu une mobilisation de la part des entreprises partenaires. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, de ce fait, puisque vous me laissez la parole, j'en profite. Et là, je vais vous parler en termes de lab d'innovation. Un lab qui a été construit, qui est en tout cas en plein développement, qui s'appelle Lab pour le moment, mais qui trouvera un autre nom d'ici peu, et qui a pour vocation d'accompagner toutes les entreprises, les organismes de formation, les développeurs de solutions, les réseaux d'accompagnement comme les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les centres d'orientation, pour accompagner sur des nouvelles méthodes d'innovation en formation. Voilà, donc ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes intéressé, si vous avez une idée pour transformer l'appareil de formation, on peut être là pour vous aider à concrétiser votre idée ou pour vous aider à vérifier la faisabilité de votre projet, ou encore si vous avez pu faire des choses qui ont plutôt bien fonctionné, comme on a pu le voir aussi avec un format, pour pas les citer. Ça peut être aussi de diffuser et de valoriser des expériences qui auraient été faites et de voir comment ça peut être développé ou déployé sur d'autres structures. Voilà, donc c'est de pouvoir intervenir sur l'intégralité du territoire, de pas rester focalisé sur l'île ou la métropole lilloise, mais vraiment d'intervenir sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France et de pouvoir tous ensemble travailler sur vraiment de l'innovation en formation. Alors, moi, je voudrais revenir sur cette question d'intervention des entreprises dans le processus de formation et notamment des pratiques innovantes qui ont été mises en place. Alors, j'aurais plusieurs questions à poser. Donc, déjà, quelle est la plus-value pour une entreprise de rentrer dans un bouleversement aussi total et aussi aussi différent qu'en présentiel? Et la deuxième question, ça serait qu'est-ce qu'on peut en garder pour l'avenir et le futur? C'est-à-dire si des outils sont mis en place avec les entreprises mettent en place leurs propres outils pour répondre à leurs obligations de formation, mais quand je dis formation, c'est bien au sens large. Est-ce qu'à un moment donné, ces outils-là, on pourra les conserver, les garder et peut-être les développer par la suite? Alors, je vais avoir une réponse plutôt partielle, puisque moi, j'étais plutôt du côté de l'organisme de formation, pas véritablement du côté de l'entreprise. Cela dit, je pense qu'il y a des entreprises qui ont une vraie volonté de solidarité, et puis c'est aussi une question de valeur de l'entreprise. Et celles qui étaient présentes avec nous déjà avant ces problématiques de crise sanitaire ont souhaité maintenir le lien avec les écoles ou avec les centres de formation, simplement se dire que oui, on était encore là et qu'on n'est pas chacun dans son coin. Il y a eu pas mal d'effets suite à cette crise. Il y a eu aussi tout un élan de solidarité et de se dire on continue d'accompagner les stagiaires.
Donc, sur les outils qui ont été créés, qui ont été vraiment sur des échanges à distance, j'ose espérer qu'on va maintenir ces outils-là et que ça va être développé. Les entreprises aussi sont pour cette volonté de développer leur capacité digitale et de maintenir un lien différemment. Je pense que c'est aussi important pour elles. C'est aussi important pour elles d'être visibles. D'accord. Et du coup, une dernière question par rapport à ça. Est-ce que ces entreprises-là ont eu besoin d'un accompagnement particulier? Ou est-ce qu'ils sont tout à fait armés aujourd'hui pour répondre à ce genre de situation et justement être prêts à créer des nouveaux outils innovants? Je pense qu'il y a les deux, en fait. Certaines entreprises étaient prêtes, c'est-à-dire qu'elles ont eu une certaine forme de réactivité qui les a rendues prêtes. C'est vraiment cette réactivité qui a été importante. Personne ne s'attendait véritablement à cette crise sanitaire, à mon sens. Hein. Et certaines ont su s'adapter, d'autres moins. Et puis voilà, il n'y a pas une règle spécifique, en fait. Chaque entreprise a fait ce qu'elle a pu. D'accord. Okay. Je ne sais pas si on a retrouvé Pascal Vandamme. Alors, son micro était ouvert, mais on ne l'entendait pas. Oui, ça y est. Alors, on vous voit, mais il n'y a pas le son. Bon, on n'a toujours pas le son. Bon, désolé. Hein. Je vais peut-être... Ah voilà, très bien. Ouf, bon, très bien. Non, je voulais simplement dire, on a appris, je dirais, avec nos tâtonnements sur la première période, parce que forcément, nous n'étions absolument pas organisés et configurés pour rendre en distanciel tous les enseignements, les formations. Donc les choses se sont mises en place, je dirais, relativement vite, sachant qu'on a des contraintes qui sont quand même liées à la spécificité de nos métiers, que sont la conduite des poids lourds, la conduite des engins de manutention, et donc toute la difficulté de pouvoir rendre pérennes ces formations. Aujourd'hui, nos organismes de formation sont complètement préparés pour pouvoir mixer les deux dispositifs, c'est-à-dire du présentiel et du distanciel. Voilà, les outils étaient, on va dire, dans les cartons, et la première période de confinement a permis de développer et de mettre en œuvre ces processus. On a travaillé pendant l'été avec l'OPCO à pouvoir intégrer les dispositifs AFEST, donc c'est des actions de formation donc en situation de travail au sein des entreprises. Voilà, de façon à pouvoir, identifier les compétences internes de l'entreprise pour pouvoir assurer ces modules de formation et les intégrer dans un parcours plus global des organismes. C'est un élément important parce que un organisme de formation a des salles qui sont relativement pleines, et donc en pouvant mixer ces périodes en entreprise où là chaque apprenant est isolé dans l'entreprise de façon individuelle, on ne se retrouve pas confronté au collectif dans des salles de formation. Donc ça c'est je dirais l'étape complémentaire qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette seconde période de confinement. L'autre élément qui est boosté, c'est le dispositif label ambassadeur du transport. C'est un label qui est promu par l'AFT et qui se met en place à la demande des entreprises pour pouvoir être aidé, s'organiser, se coordonner pour faire valoir donc les métiers et pouvoir intégrer les apprenants dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir tous les outils, tous les guides, toutes les aides pour faire en sorte qu'un jeune ou moins jeune puisse suivre son parcours de formation, être intégré à l'entreprise. On a une difficulté d'image dans notre secteur d'activité. Il est primordial de pouvoir avoir ce label, cette identification qui va en amont, qui œuvre aussi en amont, puisque le label ambassadeur, c'est aussi l'accueil des futurs apprenants, c'est la façon dont peuvent aussi s'impliquer les professionnels dans les différentes réunions, notamment avec les prescripteurs. Voilà, tous ces outils sont des éléments qui se sont mis en place, qui ont été boostés par cette première période de confinement. On a une certaine révolution dans notre secteur d'activité liée à ça. Merci. Alors, nous avons aussi, c'est Nathalie Raps du GIPCO qui souhaite intervenir.
Oui, merci de me donner la parole. Oui, c'était par rapport à deux, disons, initiatives qui ont été prises. Alors, pas forcément, j'irai directement en région ici au centre, mais alors excusez-moi, il y a une couleuse à l'extérieur. Je peux pas. J'espère que ça fait pas trop de bruit pour vous. Je peux pas Je vous entends. Alors donc oui, c'est une initiative en fait que j'ai trouvée intéressante, que j'avais relevée en fait par une association qui on en avait parlé d'ailleurs avec Monsieur Delahaye, je ne sais pas s'il est encore en ligne, sur un module en fait de stage collectif innovant en distanciel qui est proposé, puisqu'effectivement, comme on vient de le dire, les stages individuels en entreprise ne sont pas forcément les bienvenus en ce moment. Et donc, en fait, c'est un module sur 4 jours et demi, en fait, qui concerne soit un groupe d'une demi-classe, soit une classe entière, avec, en fait, la participation d'une association pour animer cette semaine et les aider à découvrir ce qu'est une entreprise, ses fonctions dans l'entreprise, ses raisons d'être, etc., etc. Et donc, on sollicite l'entreprise sur ces 4 jours et demi, simplement sur 3 demi-journées, pour qu'elle présente l'entreprise, qu'elle présente les fonctions de l'entreprise et qu'elle présente que, disons, la restitution de la semaine de travail des jeunes soit restituée aux personnes de l'entreprise. Bon, je résume, c'est très concentré, et disons que c'est une initiative, donc, comme je dis encore, qui est pas forcément en région, mais que j'ai trouvé intéressante et sur lequel je vais me pencher déjà au niveau de la pédagogie et que je partage volontiers avec vous au niveau des autres branches. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, pour aller rapidement, donc la personne juste avant, Pascal Vandel a parlé de la FEST. Effectivement, j'allais en parler avec aussi François pour dire qu'effectivement la FEST, donc les formules d'apprentissage sur le lieu de travail me semble peut-être être une des solutions par rapport au contexte actuel. Donc voilà, c'est terminé. Alors, voilà. Alors, juste peut-être, alors, c'est vrai qu'on va peut-être profiter, parce qu'effectivement, avec ce lab d'innovation, s'il y a des branches qui sont partantes pour travailler, voilà, on est preneur. Donc, effectivement, ce sera l'occasion de revenir peut-être vers vous pour effectivement vous proposer et peut-être vous représenter le lab d'innovation pour effectivement pour que vous puissiez y participer. Alors, c'est vrai qu'il y avait une troisième question qui était comment, qu'est-ce qu'on peut développer pour encourager et valoriser l'implication des entreprises. Et là aussi, est-ce qu'il y a eu des bonnes pratiques? Quelle organisation? Est-ce qu'il y a des organisations qui ont été mises en place, accompagnées ou pas, au sein des entreprises? Voilà, je sais pas. Alors peut-être redonner la parole à Méline. J'arrive, je suis là. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'implication des entreprises? Oui, si effectivement, qu'est-ce qu'il faudrait pour encourager un peu plus, encourager en tout cas l'implication de l'entreprise dans le parcours de formation? Dans un contexte de crise sanitaire ou pas forcément? Alors, c'est vrai qu'on est dans le sujet de la crise sanitaire, mais j'ai envie de dire pas forcément, quoi. On est large. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de possibilités qui permettent d'intégrer l'entreprise dans le parcours de formation. Moi-même, je suis passée par de l'alternance, donc je suis absolument convaincue du bienfait de la formation en entreprise qui permet de pallier au manque de la formation traditionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut impulser cette dynamique-là? Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de solutions. On parlait de la FEST tout à l'heure, qui a fait ses preuves et qui est vivement encouragée à la fois par la région, mais pas que. On va parler des POEC aussi, pour pouvoir aussi avoir une vision vraiment plus pratico-pratique du métier. J'avais pris quelques notes aussi pour pouvoir faire un petit point. Sur les contrats de qualification, il y a pas mal d'aides aujourd'hui qui permettent
de dynamiser cette démarche de l'entreprise pour avoir une réduction des coûts salariaux ou sur des choses comme ça. C'est aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, beaucoup comme ça que ça fonctionne, par une réduction des charges. Cela dit, je pense véritablement que c'est très important aujourd'hui d'entendre que cette formation-là, elle est à la fois importante pour les futurs salariés, mais aussi pour les salariés en place. C'est-à-dire que d'être impliqué dans la formation des nouveaux salariés, ça peut être aussi très valorisant pour les générations qui s'approchent aussi de la fin de leur parcours professionnel. Et il y a tout un travail à faire de lien intergénérationnel au sein de l'entreprise. Alors, un autre exemple, je pense qu'il peut y avoir des schémas vraiment divers et variés. Nous, on est habitué à un schéma standard du marché de l'emploi tel qu'il existe aujourd'hui. Là, on a rencontré des EBE il n'y a pas très longtemps dans le cadre du lab justement, et qui propose lui un fonctionnement totalement inverse. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, peut-être que certains d'entre vous, oui. Les EBE, c'est donc les entreprises à but d'emploi qui ont vu le jour sur l'expérimentation territoire zéro chômeur et qui permettent de proposer de l'emploi, non pas pour répondre à un besoin du marché, mais plutôt pour réintégrer, réimpulser une dynamique auprès des demandeurs d'emploi de longue durée. Où là, l'idée n'est pas de faire un état des lieux des besoins du marché, mais de proposer un emploi adapté à la personne qui va venir s'y présenter. Donc, on prend les choses complètement à l'inverse, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui permet à la fois de travailler l'engagement, qui permet de travailler la confiance en soi, qui permet de travailler énormément de choses, et de dédramatiser le mot formation, qui peut faire peur à pas mal de personnes éloignés de l'emploi ou qui ont vécu du décrochage scolaire, hein, il y en a beaucoup, et qui voient la formation comme un gros mot. Ouais, ils n'ont pas peur des mots, qui ont peur en fait de se réengager parce que pour eux la formation c'est quelque chose de très qui a un mauvais souvenir. Donc il faut aussi refaire tout un travail sur les représentations par rapport à ça. Comme dans l'entreprise, hein, il y a aussi tout un travail de représentation à faire. On a tendance à voir le chef d'entreprise comme le patriarche qui donne des ordres et qui aujourd'hui ne colle pas du tout au fonctionnement des nouvelles générations. Donc il y a tout un travail à faire en fait, hein, à mon sens. Hein, après, je n'ai pas la voix de la raison, mais il y a peut-être tout ce travail-là à faire aussi pour trouver un meilleur lien entre les nouvelles générations et puis le marché de l'emploi. D'accord, merci. Dans cette, ce sujet de représentation, donc il y a côté jeune effectivement pour effectivement qu'ils aient une vision de l'entreprise autre. Côté entreprise, hein, c'est vrai que voilà, vous avez parlé tout à l'heure effectivement d'appliquer les salariés. Est-ce qu'effectivement il y a besoin de professionnaliser les salariés sur sur ce sujet, hein, d'accompagner ces stagiaires, ces alternants. Alors pour les alternants, il y a le maître d'apprentissage, mais plus globalement, est-ce qu'il y a un besoin de professionnalisation des salariés, des personnels encadrants? Alors je sais que Laurent Bulto, hein, souhaite aussi intervenir. Alors je sais pas, peut-être je vous laisse répondre et puis je donne tout de suite la parole après à Laurent. Oui, je pense que de toute façon, il faut véritablement favoriser aussi ça. Ça peut, on le voit bien en termes de comportement sur les générations X, Y, Z et puis les générations encore à venir. Le rapport au travail n'est pas du tout le même. Le rapport à la hiérarchie non plus. Et donc, c'est extrêmement compliqué de trouver un management ou de trouver quelque chose qui soit un peu vendeur en fait pour répondre à chaque personnalité ou à chaque profil. Et c'est extrêmement. Je vois là une réaction sur la question du savoir-être. Bien évidemment, la question du savoir-être et même si on regarde les choses de façon un peu plus large, j'ai envie de vous parler des compétences psychosociales qui permettent à chaque individu de devenir un individu à part entière et qui sont
sous-exploités ou qui sont peut-être aujourd'hui pas encore assez connus. Mais un salarié heureux, c'est un individu heureux en fait. C'est pas uniquement un salarié. Et aujourd'hui, on peut plus voir les choses de cette façon-là, surtout avec les nouvelles générations qui ont peur de cet engagement. Et que le fait de valoriser les parcours ou de réussir à faire travailler des personnes qui ont des comportements totalement différents, ça ne peut être bénéfique que pour tout le monde, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'épanouissement personnel de chacun. Laurent, oui, merci. Laurent, tu souhaitais intervenir ? Oui, merci Boussad. Juste intervenir sur cette thématique parce que j'ai l'impression qu'on est sur une thématique qui est effectivement centrale, de toute façon. Par rapport à ça, peut-être rappeler, mais Méline l'a fait largement, mais je voulais vraiment insister sur cette question-là, qui est que, excusez-moi, mais j'ai un voisin qui est un malade de la perceuse. Et je ne sais pas quel type de pathologie ça en tout cas elle est sérieuse. Mais globalement, si vous m'entendez, je continue, sinon je m'arrête, vous me dites. On t'entend, Laurent. D'accord. Sinon je peux l'appeler et puis je ferai un peu de bricolage en même temps. Voilà, donc, pardon. Voilà, vous indiquez que sur cette thématique-là, avec les partenaires et dans le cadre du CPRD FOP, vous savez qu'il y a une attention particulière qui a été posée sur l'accompagnement des innovations. Vous m'entendez pas? Non. C'est compliqué, ouais. Je vais reprendre la parole. Ouais, peut-être on va. Ouais. Moi, j'avais aussi une question par rapport à. En attendant que le voisin se calme un peu, Laurent. Oui, en attendant que le voisin de Laurent se calme un peu avec sa perceuse, j'avais une question sur le rôle de l'entreprise dans le processus d'information sur les métiers, dans le processus d'orientation et dans la découverte des métiers. Effectivement, là, on a beaucoup axé cette discussion sur malgré tout l'accueil de contractuels dans l'entreprise, que ça soit d'alternants ou autre. Mais est-ce qu'on pourrait effectivement refaire un petit détour sur ce rôle aussi qui incombe à l'entreprise, ce rôle dans le processus d'orientation malgré tout et de découverte des métiers? Je me permets. Allez-y. Allez-y, puis on laissera la parole après à Pascal Vanda. D'accord. Oui, c'est vrai que là aujourd'hui, il y a peut-être des passerelles à mettre en place sur. On entend beaucoup parler de référentiels des organismes de formation, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des référentiels qui prendraient aussi en compte les compétences techniques qui sont attendues en entreprise. On a la question des savoir-être, mais on a aussi toute une question. Aujourd'hui, un jeune qui va aller se présenter en entreprise pour être recruté, l'entreprise va pas lui demander s'il est capable de calculer. Il va être vraiment sur des notions beaucoup plus techniques, beaucoup plus précises par rapport à un métier. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut impliquer les entreprises davantage? Je pense que c'est un travail de fourmi à réaliser, en fait. D'accord. Et là, je suis convaincue que c'est absolument indispensable, mais je ne sais pas comment faire là, tout de suite. Okay. D'accord. Je vois qu'il y a Sophie Timmerman qui souhaite intervenir. J'étais en train de lire son chat, alors je vous laisse la parole, ce sera mieux. On ne vous entend pas. Est-ce que vous avez mis le micro? Bonjour. 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 Alors en fait, oui, il y a beaucoup de choses à faire et notamment accorder de la confiance. Ouais. Les entreprises, on parle beaucoup des jeunes et des qualités, savoir-être des jeunes, mais il y a aussi, il est important aussi pour les entreprises et les centres de formation à pouvoir faire confiance. Les jeunes travaillent maintenant, on va dire différemment, ont des méthodologies de travail différentes, multi-écrans. Ils sont dérangés, j'ai envie de dire, constamment par leur portable, mais ça ne les dérange pas, chose qui peuvent déranger quand on est
habitués à d'autres méthodes, eux, ça ne les dérange pas de répondre à un SMS tout en continuant à travailler. Et ça, les entreprises n'ont pas encore l'habitude de le faire. Et ça peut être aussi des sources de conflits et qui peuvent gêner certains jeunes dans leur apprentissage. Voilà, c'était juste voilà, ma réflexion par rapport à la confiance et au fait que les jeunes qui doivent intégrer des entreprises qui sont en télétravail, c'est des fois les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à les accueillir dans un démarrage de formation en télétravail. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé, hein, et à mon avis, ce sera une des idées à retenir. Hein. On parle beaucoup d'accompagnement. Alors, il y aura accompagnement des apprenants, des stagiaires, mais aussi l'accompagnement des entreprises. Alors, Anne-Marie Olivier de Pôle emploi souhaite prendre la parole, et c'est vrai que faut pas que j'oublie que Pascal Vandal l'a redemandé. Et après, je vous propose d'arrêter sur les débats et de se centrer sur les 3 propositions. Anne-Marie? Oui, merci Boussad. Donc, je reprends la parole et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une réflexion à 2 temps. La première, c'est comment on va passer cette année 2020 et une bonne partie encore de l'année 2021, parce que même si nos chercheurs sont très mobilisés, il est fort probable que nous n'ayons pas de protection sanitaire suffisante pour retrouver un rythme normal d'accès aux entreprises. Et puis aujourd'hui, on est face à des entreprises qui sont un peu dans le sauve qui peut. C'est d'abord sauver l'activité économique, préserver les emplois. Alors pour moi, il y a quand même 2 points positifs. Un, c'est que l'entreprise, quelle qu'elle soit, s'est repositionnée grâce à toutes nos actions sur l'alternance. On voit que aussi bien nous, professionnels intermédiaires de l'emploi et sur le marché du travail, l'apprentissage a un rebond d'intérêt et que ça repositionne l'entreprise comme lieu de formation auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc ça aussi, ça peut avoir un effet entraînement. Deuxième chose, c'est que durant le confinement et durant aujourd'hui la mise en parenthèse de certaines activités professionnelles, il y a l'activation du fonds du FNE formation, qui permet à des salariés de se former. Et là aussi, gageons que en retour en entreprise où l'effet que nous cherchons toujours de courroie de transmission et d'acteurs au cœur même des entreprises, le salarié qui a pu bénéficier d'actions de formation FNE sera aussi un peu l'avocat auprès de ses dirigeants et de ses managers sur l'intérêt de se former et l'intérêt de développer ses compétences. Donc, j'ai fort espoir que nous revenons très vite quand même dans une situation normale de bonne marche du marché du travail. Il y a pour aussi de la main-d'œuvre, quelle recherche, il y a aussi des outils formidables du type l'immersion professionnelle. Comment parler mieux d'un métier, le faire découvrir qu'en accueillant quelqu'un ou plusieurs personnes chez soi, dans son entreprise pour le faire découvrir. C'est sans engagement et les 4 acteurs du Conseil en évolution professionnelle maîtrisent bien cette mesure qui donne des résultats. Autre moyen aussi de capter l'attention de l'entreprise, c'est aussi de lui donner une porte ouverte sur les formations existantes et d'accéder aux stagiaires qui sont en formation. Alors bien sûr, ça fonctionne bien dans les entreprises qui ont des tensions dans leur recrutement et qui ont besoin de diversifier leurs sources. Aujourd'hui, on met à disposition sur le territoire français, sur la métropole, un outil que nous avons développé avec le MEDEF qui s'appelle la bonne compétence pro
et qui permet à tout recruteur d'avoir accès aux stagiaires en formation. C'est là aussi, vu du côté entreprise, c'est un outil à promouvoir pour le sensibiliser au fait que le personnel qu'il va recruter et dont il a besoin, eh bien, il est formé d'abord. Et il est formé dans les organismes de formation et peut-être formé aussi chez lui s'il ouvre son entreprise pour les stages pratiques en entreprise. Hein, donc, on a différentes possibilités en allant dans l'entreprise, mais aussi en faisant venir l'entreprise dans nos organisations. Hein, inviter un chef d'entreprise dans une formation pour qu'il parle de ses recrutements ou de ses besoins ou de la marche de son entreprise, ça aussi c'est très fort. Et nous profitons aussi de nos portes ouvertes, hein, de nos capacités à accueillir des recruteurs avec autour de nos manifestations quotidiennes, hein, autour des hashtags tous mobilisés, ou pour les plus en lien avec nous, ce qu'on appelait jadis hashtag VUM vers un métier. Hein. C'est là aussi attirer l'entreprise dans d'autres lieux pour lui faire connaître et lui donner à réfléchir, hein, sur le rôle de chacun pour aider à monter en compétence ses propres salariés, mais aussi trouver la main-d'œuvre dont il a besoin. Voilà. Merci Anne-Marie. On va essayer de… Voilà, on redonne rapidement la parole à Pascal Vandal et puis je vous propose qu'en 5 minutes, on synthétise et on sorte les 3 propositions. Monsieur Vandal. Oui, si vous m'entendez. C'est bien. Voilà, je voulais simplement revenir sur la notion effectivement de promotion des métiers, de valorisation des métiers. C'est effectivement un enjeu primordial. On a une image dans notre secteur d'activité transport qui n'est pas forcément toujours très positive et très attractive. Donc, on a cette marque employeur que j'ai évoquée tout à l'heure l'ambassadeur du transport, effectivement, qui est un dispositif qu'on met en place et qu'on labellise justement pour bien organiser les entreprises. Et là où je voulais en venir, c'est la notion de marque employeur qui est de plus en plus forte au niveau des entreprises, c'est-à-dire essayer de s'adapter, de se mettre, je dirais, en phase avec la nouvelle génération. On se vend en tant qu'entreprise. C'est plus les gens qui viennent dans l'entreprise et on les choisit. Il faut se faire choisir par les candidats. Voilà, c'est un élément, c'est une révolution pour notre secteur d'activité. Il faut recruter des gens, notamment au niveau des RH, qui maîtrisent les réseaux sociaux, parce que c'est par ce biais-là qu'on peut effectivement attirer les compétences. On parle de plus en plus là sur les mois qui vont venir de mettre en place des live métiers, d'utiliser des salariés dans l'entreprise qui deviennent des blogueurs, des influenceurs. Donc c'est une révolution et ça nécessite de la formation, ça nécessite d'amener des compétences aux différents collaborateurs pour pouvoir communiquer avec ces futurs candidats. Voilà, je voulais apporter cette vision qui est une nécessité dans l'entreprise. Il faut se vendre, on devient un produit, il faut pouvoir vendre les candidats. Merci beaucoup, Monsieur Vandal. Alors, je propose qu'on essaye de 5 minutes de ramasser ces 3 propositions. Ces 3 propositions. Alors peut-être, moi, pour reprendre quelques éléments d'échange. Alors, c'est vrai et puis pour terminer sur ce qu'a dit Monsieur Vandal, c'est vrai qu'on s'aperçoit bien évidemment que l'entreprise a une place importante dans le parcours de formation, mais aussi beaucoup dans le parcours d'orientation, et qu'on a besoin effectivement de l'entreprise pour effectivement attirer les jeunes et les moins jeunes et amener des nouvelles compétences. Excusez-moi. Ce que j'ai retenu aussi, hein, c'est que on a beaucoup appris de cette première phase de confinement et que des choses se sont mises en place. Alors, je pense plus après le confinement. Beaucoup d'initiatives, hein, ce qui est très rassurant et très positif. Hein, c'est vrai que je m'en réjouis. Alors, qu'on dispose aussi d'outils, hein, des outils qui ont été mis spécialement en place, hein, par rapport à cette situation particulière, mais des outils déjà existants.
Donc, j'ai envie de dire, en fait, on dispose, je dirais, de pas mal de matériaux pour pouvoir effectivement proposer des choses. Alors, c'est vrai qu'on sait que cette situation, je dirais, de crise risque effectivement de durer. En tout cas, c'est vrai qu'elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. Alors, moi, j'ai retenu, hein, tu veux compléter peut-être. Tout à fait. Donc, effectivement, on dispose d'outils. On a des entreprises qui ont créé des outils, qui ont mis en place des processus. Mais l'intérêt, ça serait quand même qu'on les mutualise, parce qu'aujourd'hui, certes, cela existe et on a eu des témoins qui nous l'ont précisé. Mais est-ce qu'à un moment donné, notre rôle, ça serait pas effectivement de les identifier et les mutualiser? Ça serait une première proposition. Une deuxième proposition, et là, c'est effectivement ce qu'on vient d'entendre récemment, c'est de dire, bah oui, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas donner une place aux entreprises, des temps de réflexion, des temps d'échange, etc., parce qu'ils ont aussi besoin de vendre leur marque employeur, ils ont besoin à connaître leur métier, etc. Est-ce qu'on peut peut-être prévoir, justement, comme le disait Madame Lolivier, des temps de réflexion et des temps d'échange qui soient un petit peu formalisés, qu'on puisse aussi les accompagner sur ces champs-là, et surtout mutualiser leurs outils avec d'autres qui sont encore peut-être loin de tout ça. Troisième point, alors là, j'avoue que troisième point. Moi, je dirais c'est plutôt sur comment on maintient le lien en fait entre les jeunes et les apprenants et les entreprises. Hein. Là aussi, il y a eu quelques expériences, hein, des entretiens numériques. Donc il y a quelque chose qui est effectivement à identifier autour de, je dirais, cet accompagnement de l'apprenant pendant cette période où on sait il y aura moins de parties en entreprise. Et avec, je dirais, des temps mixtes, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc moi, j'aurais aussi cette proposition. Voilà. Alors, si on résume ces 3 temps, ça serait effectivement, identifier pour mieux mutualiser l'ensemble des outils déjà existants dans les entreprises afin de les partager. Le deuxième temps, ça serait donner des temps d'échange ou des temps de réflexion ou des temps qui permettent aux entreprises de vendre leur marque employeur. Et le troisième temps, ça serait effectivement peut-être travailler plus sur l'accompagnement des stagiaires, des jeunes, des apprentis. Comment on garde le lien. Comment on garde le lien entre l'entreprise et les jeunes. Je reprends rapidement la parole pour conclure ce travail d'atelier. D'abord en vous remerciant vraiment chaleureusement de votre participation, de votre compréhension aussi par rapport à certains soucis techniques qu'il y a pu y avoir. En mode dématérialisé, c'est vrai que c'est pas simple non plus, mais je pense que l'essentiel a été dit. Moi, ce que je voulais indiquer, c'est qu'on avait bien entendu quelques points forts et quelques lignes directrices, moi, qui me semblent intéressantes et qu'on va retravailler et digérer jusqu'à la séance de restitution du 5 novembre. En tout cas, des éléments très importants qui ont été rapportés sur les innovations qui sont en cours, parce que personne n'est resté dans les starting blocks et tout le monde a travaillé et porteur de propositions. On a bien senti cette évolution qui s'affirmait sur la réinterrogation et la rénovation finalement des ressources pédagogiques, sur les organisations d'acteurs aussi, c'est extrêmement important. Par rapport à ça, rappeler que on a à l'évidence aussi des dispositifs d'accompagnement qui sont mis à la disposition des branches et qui peuvent être saisis. Je pense là notamment à tout ce qui a été rapporté sur le lab innovation en formation. Je pense que par rapport à ça, si un certain nombre de branches, toutes les branches qui sont partantes pour expérimenter un certain nombre d'opérations
ou aller plus loin dans des opérations en cours sont évidemment les bienvenus. Sur le site du C2RP, vous avez le lien vers le lab, mais nous en referons une publicité importante, de manière à ce que vous puissiez aussi vous rapprocher de cet outil qui va être assez central, en tout cas pour la région et l'État dans le cadre du pacte, pour pouvoir accompagner et aller plus loin dans les innovations qui sont en cours, notamment pour passer aussi à ce que Isabelle Chapier rapportait comme étant une possibilité finalement d'essaimage, une possibilité de mutualisation ou de déploiement à plus grand format d'un certain nombre d'initiatives qui ont pu être prises. Je pense aussi par exemple à des coopérations intersectorielles qui existent déjà pour partie, mais peut-être sur lesquelles nous pourrions aussi dans dans la sphère publique accompagner un certain nombre d'initiatives sur ce champ-là. Voilà. Je voulais à nouveau vous remercier pour votre participation et donc vous donner rendez-vous pour le 5 novembre après-midi à 15h pour une séance qui sera une séance de restitution et qui nous permettra d'acter ensemble d'un certain nombre de priorités qui nous permettront de mettre en œuvre des éléments concrets d'accompagnement de vos initiatives pour les semaines et les mois qui viennent.